finalement, c'est une bonne chose. Ouais, ça dépend où on est. Si vous êtes à Paris, ça va, vous avez Ça un y est, débit il est suffisant. maintenant en direct sur Facebook. Ah, Je viens d'avoir le mail. Voilà. eh bien, on y est là. On y est. On y est. Donc, Isabelle n'en est pas certaine. Si, j'attends le feu vert de mon technicien en chef. Bonjour. Eh bien voilà, nous sommes de nouveau en confinement et on est bien au chaud, calés dans nos fauteuils. Et on s'était dit que c'était finalement une bonne occasion pour reprendre les conférences Zoom qu'on avait entamées lors du premier confinement. Parce que finalement, il n'y a pas forcément de meilleures choses à faire dehors. Donc, c'était une bonne occasion. Pourquoi est-ce qu'on a lancé cette conférence Zoom qu'on a appelée un petit peu, avec un petit clin d'œil, le Salon littéraire des ailes de Venise? C'est qu'on a été très sensibilisés par le cri de détresse qu'ont poussé les libraires et les librairies indépendantes suite au retour au nouveau confinement. Ils ont dû fermer à nouveau les rideaux et on voit ils vivent cette année une année extrêmement problématique et très, très menaçante pour leur économie. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas parler de Venise en faisant intervenir des passionnés de Venise, que sont en général les membres de l'association, les membres des Ailes de Venise. Et donc, on a 4 passionnés de Venise qui se sont portés volontaires pour vous parler de Venise, évoquer les livres qu'ils ont préférés, enfin parmi la dizaine et voire, je dirais, la cinquantaine. Voilà, Jacques, c'est une centaine même. Enfin, et Bernard, n'en parlons pas. Bernard aussi, je crois qu'il a une bibliothèque incroyable. On leur a demandé de choisir un livre et de venir nous en parler. C'était l'idée pour nous de nous dire que ça allait peut-être vous donner envie de les redécouvrir à nouveau et d'aller les acheter sur ces plateformes que vous avez pu voir dans le générique et qu'on remettra à la fin, ces plateformes numériques qui peuvent permettre aux libraires de subsister pendant les périodes de clôture. Donc, Ludovic Cardon a choisi de nous parler de Venise à double tour, de Jean-Paul Kaufmann. Tout à fait. Jacques Lavergne, lui a choisi La Reine Albemarle ou Le Dernier Touriste de Jean-Paul Sartre. C'est vrai. Gilles Rouillet, quant à lui, c'est plutôt passionné pour Les Enfants de Venise de Luca di Fulvio. C'est bien. Et enfin, Bernard a choisi dans les centaines de livres qu'il a lus sur Venise, il a voulu se distinguer, donc il s'est dit, je vais changer de type de livre et je vais prendre une BD, une bande dessinée. La meilleure, qui est La Fable de Venise de Corto, enfin d'Hugo Pratt. Voilà. Donc, on va commencer avec Ludovic. Ludovic qui s'est intéressé à cette démarche de Jean-Paul Kaufmann, journaliste, écrivain bien connu, otage au Liban, qui a décidé en 2018 de venir à Venise avec une mission, rouvrir des églises fermées et nous faire découvrir à travers ces récits ce qu'il y voyait à l'intérieur et ce qu'il en ressentait. Donc, ouvrir ce qui est fermé, libérer ce qui est cadenassé, est-ce vraiment le seul but qu'a cherché cet ancien otage, d'après vous, Ludovic? Oui, en effet, on peut se poser la question si ce livre n'est pas, une fois de plus, et je dis ça sans aucune méchanceté vis-à-vis de Jean-Paul Kaufmann, avec le traumatisme qu'il avait vécu au Liban, mais si ce n'est pas une fois de plus une psychanalyse en réalité de l'enfermement, de la réouverture, etc. Évidemment, ça ne peut que questionner le lecteur, et d'ailleurs, c'est dit et redit dans le livre. Mais j'en pense en réalité à la lecture et à la réflexion autour de cet itinéraire qui nous est donné à vivre,
Kaufmann n'est pas venu à Venise pour rien. Il est venu à Venise parce que c'est une ville somme, c'est une ville qui l'a considérablement marqué, qui répond à beaucoup d'attentes qui sont les siennes, et notamment celles des questions autour de la foi, autour de ce que ça peut représenter. Donc le choix de l'église, c'est aussi celui du petit enfant de cœur de l'église d'Ille-et-Vilaine qu'il était quand il était enfant et qui s'est posé dans sa vie des questions sur la foi, et il revient à travers des lieux qui sont des lieux de culte fermés, mais il est aussi dans une ville qui dispose d'une histoire, qui dispose de mystère, qui dispose de caractère, qui dispose d'une beauté, qui dispose de tout un tas d'éléments qui lui sont nécessaires pour pouvoir se relever à lui-même, justement, se retrouver. Voilà. On s'est posé la question de quelle est la place de Venise dans cette… Est-ce que elle a un rôle spécifique et pourquoi? Pourquoi Venise? Est-ce que Venise, à un moment donné, intervient on peut penser en fait que Venise est uniquement un faire-valoir, c'est-à-dire que pour nous emmener sur son espèce de promenade, il aurait pu finalement aller, je sais pas moi, à Nice, à Marseille ou ailleurs. Non, il avait besoin en fait de la force de Venise pour pouvoir se relier. Moi, c'est l'hypothèse que je pose dans ce livre, mais surtout ce que j'ai ressenti très fortement. Il y a une espèce d'émotion qui d'ailleurs est finalement ce qui me semble rendre ce livre intéressant, parce que le cabotage de Jean-Paul Kaufmann à travers toutes les églises, la difficulté qu'il a à se faire ouvrir des lieux, etc. Et certaines fois amusante, mais par d'autres moments un petit peu lassante. On se dit, bon, est-ce qu'il va l'ouvrir, qu'est-ce qu'il va trouver, etc. Non, mais en fait, ce qui est important, c'est qu'il est à Venise, en réalité. Il est à Venise, il est confronté avec des Vénitiens, avec leur caractère, c'est ça, ce livre nous parle beaucoup des Vénitiens, hein. C'est ce qu'on a vu. Il parle beaucoup des Vénitiens, il parle de leur, comment dire, de leur alacrité, de l'enjouement en fait qu'on ressent dans cette ville quand on y vit, et aussi plus profondément ces espèces de personnages un petit peu mystérieux, un petit peu difficiles à pénétrer, qui ont une certaine hauteur, une certaine vision de leur ville, une certaine vision d'eux-mêmes, etc., qui sont difficiles, qui se laissent pas appréhender comme ça. On retrouve Venise à travers ce livre. C'est assez merveilleux parce que c'est quelque chose qu'on ressent quasiment dans tous les chapitres du livre. C'est une itinérance très agréable sur Venise, et avec un fond, avec une spiritualité en réalité, me semble-t-il, qui est lié à son passé catholique. C'est ce que… Oui, alors en fait, bon, il parle de la foi. C'est marrant parce il s'attache par exemple à Lacan, qui était un grand amoureux de Venise, qui n'a pas écrit que des choses fondamentalement intéressantes, mais qui a écrit en tout cas sur le catholicisme et sur la capacité que le catholicisme, l'idée que le catholique a toujours la capacité de rebondir en réalité, etc. Ça, c'est quelque chose on voit qu'il le marque, mais il ne nous parle pas de la religion dans l'us et coutume de la religion en elle-même. Ça ne l'intéresse pas fondamentalement en fait de revenir à ça. C'est vraiment une quête ontologique. Il veut revenir à lui-même, il veut revenir à son essence primaire, et pour ça, il a besoin d'une ville qu'il sublime. Et c'est ça que je trouve assez intéressant. Et Jacques, ouais. Oui, juste, il y a une description d'un Monsignor qui gère, qui est le grand intendant de toutes ces églises, un homme assez redoutable, cultivé, diplomate, mais qui est extrêmement intéressant parce qu'on voit, il est arrivé quand même à rentrer dans un certain nombre d'églises, mais qui n'était pas gérée par le clergé. Par contre, celle gérée par le clergé, apparemment, pose beaucoup plus de problèmes. Et la description du Monsignor est assez délicieuse, je trouve. Complètement. C'est un personnage assez incroyable. En fait, c'est une… et ça, c'est aussi des choses que l'on découvre. Par exemple, il y a un musée qui est juste en face, juste derrière la place San Marco, qui est un musée autour du culte et des biens du culte, qui est un des musées les plus fascinants de Venise, qui est un musée complètement inconnu, qui est géré par cette association. C'est des gens ultra puissants. Et d'ailleurs, il y a toujours eu alors ça, c'est aussi une anecdote qui est marrante. Ils disent Venise a été mise sur le banc par Rome parce qu'en fait, elle faisait ce qu'elle voulait, elle en avait rien à faire. On est vénitien avant et Vénétiani
poi cristiani. Vénitiens puis oui, chrétiens. Vénitiens avant tout. Voilà, Vénitiens avant tout. Et donc, ça, on retrouve cette chaleur et ce caractère spécifique des Vénitiens à travers ce livre, me semble-t-il. C'est très sympa. Il y a aussi une quête. Une quête, c'est aussi un chemin. Et dans le chemin, il y a le support, le moyen d'y aller, mais il y a aussi la relation avec le temps. Une quête, ça s'inscrit dans une ligne. Je crois que vous aviez une idée aussi sur le temps, sur la partie temporelle. Ce qui est bien aussi, ce qui me semble très agréable à entendre dans ce livre, c'est que Venise n'est pas qu'une ville du passé, c'est une ville du présent. À un moment donné, il raconte une anecdote qui moi m'a marqué. Et c'est vrai qu'on le sent, les stigmates en fait du temps. Vous savez, sur tous les murs de Venise, il y a des espèces de bricolage, de machin. Et en fait, il fait le rapprochement avec les porcelaines japonaises. Quand les porcelaines japonaises sont cassées, plutôt que de les jeter, les Japonais, ils les soudent avec de l'or. Alors, c'est un nom dont je ne me rappelle pas. C'est la résilience, je crois, ou quelque chose comme ça. Hein. Oui, oui. Et en fait, c'est très important parce que ça symbolise à la fois le respect du temps et à la fois le renouveau. C'est-à-dire que toute chose peut continuer à fonctionner. Et ça, il dit, dans Venise, quand vous voyez tous ces immeubles où on a mis un petit coup de plâtre par-ci, qu'on a mis quelque chose par-là, en fait, on touche à un passé qui est très fort, qui est très puissant, mais ça continue à fonctionner. Cette ville porte en elle un renouveau et qui tient compte du passé. C'est aussi, voilà, c'est important aussi que le fait de laisser une trace du passé, même si on doit le recoller ou le réajuster, on laisse la trace de ceux qui sont passés après et on fait un lien avec le passé. C'est-à-dire que même dans toute la partie restauration de patrimoine, vous avez toujours ce débat quand il y a une destruction, est-ce qu'on reconstruit à l'identique ou est-ce qu'on se sert de la partie qui est restante et donc abîmée et on rajoute une partie différente, moderne, pour tenir compte de l'ensemble de la vie de l'humain, enfin du parcours de l'être humain au travers des temps. C'est-à-dire que certains ne voudraient pas forcément reconstruire à l'identique, ils s'opposent à ceux qui, au contraire, voudraient chez nous aussi, la flèche de Notre-Dame, regardez. Ben voilà, tout à fait. Se pose la question de savoir comment on la rebâtit. Comment on la rebâtit. Ce qui est intéressant, puisqu'on parle un petit peu d'architecture, c'est souvent il a été reproché à Venise de ne pas se lancer dans des projets qui ont été dessinés par des architectes importants. Moi, j'ai les souvenirs que, par exemple, Guéry, qui est un architecte absolument fondamental, a eu des projets sur Venise, sur le Grand Canal, qui ont été balayés par les Vénitiens. Ils n'en veulent pas. Mais en réalité, ce qui est très intéressant, c'est que l'architecture à Venise reste comme elle est, mais continue à évoluer, quoi. Continue c'est-à-dire qu'il y a une espèce de savant mélange entre le passé que l'on garde et le futur qu'on est en train de créer. Mais ils y vont tout doucement. Très doucement. C'est le fameux Comera Dovera. Voilà. Le pont qui fait le lien avec, pas avec la gare, mais avec l'arrivée, lorsqu'on arrive en voiture, il y a ces grands parkings, et qui permet de passer le Grand Canal, c'est quand même un pont extrêmement moderne. Alors ça, il a été très décrié, mais ça, c'est Volpi, ça. Et Volpi, c'est quand même quelque chose qui est très, très particulier dans l'histoire de Venise, c'est qu'à un moment donné, on l'a qualifié de dernier doge de Venise. Il a été tellement puissant à cette période mussolinienne, etc., puissant sur le plan économique, puissant sur le plan politique, il a été quand même ministre des Finances de Mussolini, qu'il avait décidé de métamorphoser la ville. Et c'est lui qui a imposé des changements drastiques en matière d'architecture. Mais hormis des périodes historiques qui se comprennent, bon, c'était important pour eux aussi d'imposer leur pouvoir en montrant qu'ils étaient capables de faire quelques manifestations architecturales particulières. La ville évolue quand même relativement tranquillement, quand même. On ne peut pas dire qu'il y ait des modifications fondamentales. C'est un peu compliqué quand même de modifier fondamentalement Venise. Il est très, très difficile de construire quelque chose à Venise. Ouais. Mais ça, c'est possible. La soprintendenza est vraiment coercitive sur certains… Bon, alors il y a un côté préservation, hein, évidemment, mais c'est vrai aussi qu'il y a des Vénitiens… vous aviez une école au début des années 1900 qui voulait détruire Venise pour reconstruire quelque chose de nouveau et mettre des voitures, enfin je ne sais pas si j'ai plus le nom en tête, dommage. C'était un projet un peu anarchique et qui avait été connu à l'époque et qui s'était heurté évidemment à toute la… mais de façon violente. Hein.
Il y a quelqu'un qui a dit qu'il fallait supprimer la peine de mort, sauf pour les architectes, je ne sais plus qui, mais c'est peut-être pas faux. Alors, dans ce livre aussi, il y a l'omniprésence de la beauté. Je crois que vous avez noté quelques passages magnifiques. On sent son exaltation devant cette beauté. Oui, alors je ne sais pas si bon, je connais. Il dit c'est un branle-bas esthétique du matin au soir qui agite cette ville. C'est une phrase qui est superbe. Un branle-bas esthétique. À Venise ne crée aucun temps mort, aucune pause. Le spectacle de la beauté requiert le passant partout. Ouais. Donc il y a une espèce de voilà. Et c'est là où Venise est fatigante. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là, mais même quand on y est en séjour pendant 2-3 semaines, un mois, on est un peu, quelquefois, étrangement, alors qu'on adore tous cette ville, enfin en tout cas je parle pour moi, je ne vais pas parler pour vous, il y a une espèce de soulagement à en sortir, Oui. comme un repos, comme tout d'un coup une intensité qui enfin s'apaise, et on a le grand plaisir d'y retourner, parce que justement, on a besoin de prendre son souffle, quoi. C'est un peu comme avec le foie gras. De temps en temps, il faut aller un peu chez Monsieur McDonald. Mais on revient quand même très vite au foie gras, puisque je vous parlerai de Sartre tout à l'heure, Jean Co, que vous connaissez peut-être, au moins. Mais enfin, on est tous, si je puis dire, des anciens, là, je vois. Jean Co, qui a été pendant 12 ans le secrétaire de Sartre, expliquait pourquoi on allait en voyage à Venise, voyage de noces à Venise, parce qu'il disait, à Venise, tout est beau, et lorsque vous amenez votre jeune épouse à Venise, même si elle est très moche, elle vous paraît très belle à Venise. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne explication, mais ça m'a toujours beaucoup plu. Moi, ce qui m'avait Et inversement, très étonné je dirais. sur l'histoire de la beauté, on dit toujours que c'est la ville de tous les superlatifs, que tous les écrivains, c'est toujours la grande question, mais peut-on encore écrire à Venise alors que tous les plus grands écrivains du monde y ont séjourné, y ont écrit? Oui, oui. Et bien sûr. Et Stendhal, bon, vous connaissez le syndrome de Stendhal, l'évanouissement devant la beauté totale. Quand il est arrivé à Venise, Stendhal, je suis pas sûr que ce soit très très connu cette anecdote. Il a rien écrit parce qu'il a dit il me vient trop de superlatifs, c'est trop banal, je ne peux pas écrire. Ah oui. Et ça, c'est formidable de voir quelqu'un qui a autant été marqué par la beauté que Stendhal, qui était quelqu'un qui écrivait merveilleusement bien, enfin, me semble-t-il, qui est incapable, qui ne pouvait pas sortir de mots parce qu'il disait il y a que c'est banal, que des superlatifs me viennent à l'esprit. Voilà. L'anecdote est marrante. Ouais. Il y a même des tentations à Venise. Même Monsieur Juppé a eu des tentations à Venise. Il en a même fait un livre d'ailleurs. Moi, j'aimais bien votre conclusion, Ludovic. La conclusion. Ouais. C'est pas. Oui, c'est ma conclusion. Mais enfin, bon, c'est ma conclusion. C'est quelques mots de conclusion. Moi, j'ai envie de reprendre. Ça me plaisait bien parce que je trouve que c'est très vrai. Ce que Kaufmann on en parlait tout à l'heure. Jacques disait la difficulté avec ce grand prélat de l'Église, mais il s'est servi d'une personne, parce qu'il s'est rendu compte à un moment donné qu'il n'arrivera à rien tout seul, malgré toutes les relations qu'il pouvait avoir à Paris, il n'arrivera à rien. Donc il est tombé sur une Vénitienne qui s'appelle Alma et qui l'accompagne à travers le livre et dans ses pérégrinations. Et elle écrit quelque chose qui dit, enfin il reprend une phrase d'Alma, il dit « Je ne suis pas sûr que Venise convienne à notre époque, il faut avoir un rapport au temps et au silence pour pouvoir la savourer, être un dégustateur ». Ça, je trouve que c'est une phrase formidable, une phrase qui est pleine de beaucoup de sens. Et pour finir, en fait, ce que j'ai juste fait, c'est repris tous les qualificatifs en fait, qu'on peut trouver à travers le livre de Kaufmann. La plénitude, la communion avec le monde, l'harmonie, la présence, la joie, ressusciter, percevoir, le rapport au temps, la beauté, l'exaltation des sens, des sensations. Enfin bon, bref, tant d'idées, tant d'épithètes qui sont accolés par l'auteur à la ville, et qui font qu'on ne peut pas refermer ce livre sans avoir envie d'y retourner à Venise. Voilà. Une très belle conclusion. Et c'est ce qu'on ressent à chaque fois qu'on part, qu'on en part. C'est le plaisir de pouvoir y retourner. Mais en parlant du temps, justement, vous parliez de Sartre, parce que Kaufmann évoque Sartre dans son livre. Oui. Et moi, il y avait une phrase qui m'a énormément plu, qui est de Sartre à l'origine, qui est « Venise est la seule ville où l'on voit le temps ». Et vous m'avez donc, c'est une phrase qui est tirée du livre dont va nous parler Jacques, qui est la reine Albemarle.
Donc, si je C'est une comprends, très bonne transition. je vous félicite, vraiment une professionnelle, hein. La PIC a Je intérêt fais à se ça toute ma méfier vie. parce que, Je fais ça oui, toute oui, ma vie. ça se sent. Alors, cette reine Albemarle, là que j'ai sous les yeux, ou Le Dernier Touriste, d'abord, il faut savoir que c'est un livre qui ne porte pas entièrement sur Venise, puisque c'est un voyage que va faire Sartre. On est en 1951. Il vient d'achever un livre sur Jean Genet. Et il se dit, ben, j'ai le droit de prendre des vacances, et il va partir, il va rejoindre Michel Vian, à qui il écrit: quand je prendrai le train, j'aurai les mains dans les poches et du papier blanc dans ma valise. Qu'écrirai-je? J'ai 100 projets, je ne sais pas, mais ça m'amuse. Donc, il y a un désir d'écrire, un désir de liberté, de souffler, et c'est en Italie qu'il va le faire. Alors, il va écrire dans ce livre, il y a des notices sur Rome, sur Naples, sur Capri, là où il va prendre des notes essentiellement descriptives, hein. Et à partir du 21 octobre 51, il va séjourner à Venise. Et là, il va véritablement écrire sur un cahier. Cette fois, il va choisir ses mots, il va travailler déjà son texte, il va tenter de faire vibrer la présence de cette ville. C'est une ébauche, mais ça prend déjà le ton d'un journal. Et alors, c'est très amusant parce qu'à la fin, je vais vous le lire parce que ce n'est pas très, très long, et il y a le plan qu'il s'était fait pour le séjour à Venise. Alors voilà, il dit, premier point, arrivé à Venise, province ou ville aristocratique, la population vénitienne, le palais Labia, les Amerlots, le palais à la nuit, les petites aventures vénitiennes. 2, visite du palais, le paradis, les rues de Venise, l'eau reflet, narcissisme. 3, l'eau comme pensée, je veux, je ne veux pas. 4, la promenade à Torcello, l'autre aspect, l'eau renvoyant au temps barbare, les temps superposés, 19e, 18e, 15e, et la lagune. 5, San Rocco, le Tintoret. 6, le gondolier à l'eau. 7, la tristesse de Venise. Et ça, c'est son plan de visite. Et ensuite, il a fait la liste des thèmes sur Venise sur lesquels il voulait broder. Il y en a 9, je vous les donne. Pas d'agressivité, façade plate, l'œil se perd, la vitesse du bolide, pas de réflexivité, narcissisme, pensée de l'eau, la profondeur, le souvenir de ma folie. Voilà, c'est Sartre, hein. Sartre est un garçon quand même qui était un grand auteur, mais un homme extrêmement particulier. Alors, ces livres, ces écrits sur Venise, ça dépendait de son humeur. Il avait une humeur changeante à chaque voyage et ça pouvait changer. Mais ce qui est certain, c'est que même s'il était souvent critique sur Venise, son attachement était quand même très profond, mystérieux aussi, durable, parce que c'est toujours la ville vers laquelle il est allé. Il est allé très souvent à Venise et il a eu des humeurs très, très diverses à Venise. Par exemple, ses premiers séjours dataient de 1930 et dans ce livre, La Reine Albemarle, je vous lis ce que Sartre écrit, un passage très court. Venise est une des seules villes qui me donne l'impression d'y avoir vécu. En 1934, j'y étais fou et malheureux. Je m'y suis promené toute une nuit, poursuivi par un homard considérable qui tricotait des pattes derrière moi. Je n'ai jamais de ma vie vraiment pensé au suicide, mais cette nuit-là, je craignais d'y penser. Donc un souvenir un peu mortifère quand même, qui est rappelé. Alors, comme je Et vous l'ai pourquoi est-ce dit, qu'on parle de la nausée de Venise? Je crois que c'est ça. parce que je crois que c'est Simone de Beauvoir qui avait dit que la reine Albemarle, qui donc était inachevée, c'est lui qui l'avait appelé ainsi. Je vous parlais du cahier qu'il avait écrit, ouvert tout à l'heure en arrivant à Venise. Et au début de ce cahier, il avait écrit ce titre, La reine Albemarle et le dernier touriste. Il avait même écrit en italien d'ailleurs. Et Simone de Beauvoir considère que finalement, c'est sa nausée à l'âge lui, sa nausée à l'âge mûr. Hein. Roquentin était beaucoup plus jeune, là, Sartre était beaucoup plus âgé. Pour lui, c'est sa Venise à l'âge mûr. Alors, je pourrais peut-être vous lire un peu, vous donner le ton. Bon, il faut. C'est le Sartre, hein, c'est le genre de livre qu'il faut lire intégralement. Moi, j'ai lu, j'ai pris beaucoup de notes, mais peut-être vous donner quelques lignes, si vous permettez, Isabelle. Volontiers. Un homme à l'imperméable, chauve et replé, debout dans une gondole arrêtée, prend des mesures et des notes. Un entrepreneur, sans doute. Étrange position du glisseur entre ces falaises, à la fois pures, devenir liquide, niées par ces façades lentes et sûres de soi, écrasantes de mutisme,
et à la fois vie, mouvement en face de la mort. De ces palais, presque jamais rien ne sort, rien n'y entre. Seuls vivants les arbres qu'on entreaperçoit à travers les grilles, ou ces vignes vierges qui moussent, foisonnent et tombent le long des façades roses. Après le Rialto, à la hauteur du Fondaco dei Turchi, un peu après la Cadoro, le canal s'élargit un peu. Il est brusquement désert et pourtant l'eau clapote, la gondole ne glisse plus, elle a de lentes hésitations de choses naturelles et l'eau paraît simplement l'enroulement infini de l'espace. Plus de vie, cette fois nous n'avons plus de compagnons de route, impossible de s'amuser à se croire sur une route. Voilà, ça continue, comme ça vous donne un peu le ton. Bon, alors Sartre, c'est quand même pas toujours une lecture des plus aisées. C'est un homme qui a une approche des choses très particulière, très intellectuelle, très philosophique. Pourtant, le livre ne manque pas de profondeur, ne manque pas de charme. C'est une vision, c'est pas ma vision de Venise, mais c'est celle de Sartre, on la respecte en tant que telle. Il faut le lire. Ce sont des fragments. Hein. Il traite, après, vous voyez, il y a des. C'est même pas des chapitres. Première promenade en gondole, l'arrivée. Ce sont les notes qu'il a prises dans ce fameux cahier. En gondole, tenté par le mal. Ce sont des instantanés. La Barberie, les temps superposés. Le temps prend une importance extrêmement forte dans ce qu'a écrit Sartre sur Venise. Alors, parce que comme nous sommes en direct, il y a aussi des personnes, des membres des ailes qui commentent et qui nous disent, voilà, et qui vous remercient pour le bel extrait du livre de Sartre qui leur a particulièrement plu. Il y a aussi, on nous a une Vénitienne qui nous dit « Venise ne doit pas changer ». Je pense que c'est juste par rapport à la conversation qu'on avait eue sur l'architecture de Venise. Venise ne doit pas changer, elle doit rester comme elle est. Elle ne peut pas changer parce que elle a été créée par l'histoire, par le temps. Donc si elle changeait, Venise ne serait plus Venise. Peut-être va-t-elle évoluer légèrement, mais changer, non. On parle beaucoup de Venise et on ne parle pas trop de la lagune qui est, je crois que la lagune de Venise, c'est à peu près 10 fois la Camargue, donc un territoire extrêmement important. Et Venise représente, je ne sais plus les chiffres, mais entre 5 et 10% de cette superficie. Alors c'est dommage qu'on ne parle pas beaucoup plus de cette lagune qui est très impressionnante. Alors moi, je fais la Vogalonga, hein, tout le monde sait ce que c'est que la Vogalonga, donc à l'entraînement, voilà, l'entraînement, je vais me balader. Alors cette année, on a été frustrés. Je vais me balader dans la lagune et effectivement, c'est un milieu sur le plan déjà écologique extrêmement intéressant. En dehors de Venise, c'est pas le même monde, c'est un autre monde, peut-être plus authentique, il y a plus de touristes. C'est la vraie vie des Vénitiens, même les îles d'ailleurs, déjà Murano, Burano, etc., dont je ne crois pas que Sartre parle d'ailleurs. Si, il parle de Torcello. Mais il faut savoir aussi que la lagune est indispensable à Venise, au sens où c'est son écosystème, c'est son écrin, c'est l'écrin de ce joyau. Et ce côté indispensable entre les deux, entre Venise et sa lagune, comme un milieu de vie à préserver, les Vénitiens très tôt l'ont senti, mais je parle des années 1500, 1600, au sens où ils ont détourné, le fameux détournement de ces deux fleuves pour éviter que Venise ne s'enlise. Vous en avez entendu parler, j'imagine. Oui, il y avait même eu un projet d'assécher complètement le Grand Canal pour en faire d'ailleurs des champs cultivables à cette époque. C'est assez intéressant. L'idée était déjà dans leur tête que Venise était au sein de sa lagune et que ça devait rester ainsi. Il n'était pas question que les alluvions viennent ensabler Venise et lui enlever sa lagune. Il y a très peu d'eau, hein, souvent dans la lagune. Très peu profond. Ceux qui y sont passés, même moi, je fais toujours la Vogalonga en canoë-kayak, donc ça passe à peu près partout. Et il y a des fois, vous raclez en marée basse, le fond racle. On est vraiment très, très près du sol. Il y a très peu d'eau. Très peu d'eau. Très peu d'eau. En effet. Alors, donc, que vous dire de plus là-dessus? Bon, si, je crois qu'il faut aller le voir parce que parler de Sartre, il faut un peu tourner autour de Sartre, un peu de sa vie, de ce qu'il a écrit, se souvenir un peu de ce qu'il y a dans La Nausée, peut-être lire La Nausée et après repartir sur la reine Albemarle.
il est moins dithyrambique que peut l'être Kaufmann dans la description de la beauté de Venise. Oui, Il y a un côté un peu moins. On sent l'attachement, mais peut-être pas le. Il l'est différemment. Kaufmann n'est pas Sartre, ça se saurait. Il l'est différemment. Mais pour autant, la fréquence de ses voyages, ses écrits multiples, le fait qu'il y a entraîné un certain nombre de gens qui étaient proches de lui à Venise montre l'attachement qu'il avait. C'est la ville où il est allé le plus dans tous ses voyages. Donc, lisez La Reine Albemarle, ça va vous donner une vision un peu différente, mais toujours passionnante. C'est une autre façon de voir Venise. De toute façon, chacun la voit avec ses propres yeux. Tout le monde regarde ce que je regarde et personne ne voit ce que je vois. Je crois que c'était Chateaubriand qui le disait. C'est tout à fait ça avec Sartre et sa Reine Albemarle. Bon. Et surtout, si vous commandez les livres, mais vous alliez le dire, Isabelle, parce que c'est un peu le principe de cette émission que vous avez imaginée, surtout pas chez Amazon, tous vos libraires, tous les éditeurs, vous allez sur le site des éditeurs, vous allez sur le site des libraires, ils vont se faire une joie, un plaisir de vous envoyer. J'ai mis des liens, c'est-à-dire que vous, voilà, sur la page Facebook, pour tous ceux qui nous regardent, vous avez des liens pour aller directement sur les plateformes des librairies indépendantes. Je vous ai mis les 3 plus grosses. Celle où vous êtes quasiment sûr de trouver une grande, la librairie.com étant une des principales, où vous avez un nombre incroyable de références. Donc, tous ces liens, il faut vraiment, voilà, ce sera notre bonne action pour le confinement, notre façon de soutenir à nous les libraires. Et je sais que Bernard y tenait beaucoup. Il était très enthousiaste pour participer à cette émission, notamment pour ça, Bernard. Exactement, exactement. Gilles, là, on va repartir dans une période un peu plus sombre quand même, puisqu'on va parler du nazisme, on va parler avec les enfants de Venise. Non, pas du nazisme, mais oui, du ghetto, mais c'est quand même un peu. Alors, pour moi, il y a un lien quand même, dans la mesure où il y a beaucoup de Vénitiens qui ont été déportés. Ça, il faut le savoir. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Le ghetto, comme chacun le sait, le ghetto vénitien est le premier ghetto et le terme ghetto vient du vénitien. Donc, c'est évidemment le lien est très fort parce que c'est un lieu emblématique aujourd'hui suite à la Seconde Guerre mondiale. Mais moi, oui, j'ai choisi un livre, un roman qui ne parle pas de Venise, mais qui se passe à Venise. Et Les enfants de Venise de Luca Di Fulvio. Luca Di Fulvio est un auteur italien que j'aime beaucoup parce qu'il a l'art de parler d'un peuple de souffrance qui sort de sa condition. Et il a l'art de faire juxtaposer l'amour et la haine, la richesse et la pauvreté, le talent et la médiocrité, et de faire ressortir. Et en l'occurrence, là, les enfants de Venise, et c'est souvent d'ailleurs, on a ça aussi dans le Gang des rêves, souvent on parle d'enfants, de jeunes, et qui vont, en prenant les opportunités, et grâce à l'amour aussi souvent qu'ils rencontrent, eh bien, bâtir et s'engager dans des vies extraordinaires. C'est un peu, comment dire, c'est un livre qui relate des destins extraordinaires d'anonymes ordinaires. Moi, j'aime beaucoup ce travail-là. Et du coup, cela nous renvoie à une Venise que les touristes connaissent peu. Parce que finalement, lorsqu'on va, et je pense que vous serez d'accord avec moi, lorsque on va en touriste sans bien connaître Venise, on pense, et le carnaval d'ailleurs l'illustre assez bien, on pense à la Venise de Casanova, on pense à la Venise du 18e, on pense à cette magnificence au palais, etc. On ne perçoit pas, lorsqu'on est de cette façon-là, on ne perçoit pas la Venise plus sombre, la Venise d'une république qui était excessivement autoritaire aussi,
la pauvreté qui régnait aussi à Venise. Et ce livre nous renvoie à la Venise du XVIe siècle, ça se passe en 1518 à peu près, et donc à la naissance du ghetto. Et cette histoire démarre à Rome d'un jeune et d'une bande de jeunes qui sont des jeunes orphelins qui vivent dans la rue et qui, je ne vais pas vous raconter le livre, mais parce qu'il faut vraiment le découvrir et je n'aurai jamais le talent de Luca Di Fulvio pour en raconter l'histoire, mais à la suite d'une bagarre où le jeune héros, Mercurio, va pointer une dague dans la gorge d'un marchand juif, eh bien, ils vont être obligés de se sauver et de se rendre à Venise. Et là-bas, ce jeune va rencontrer, déjà en cours de chemin, il va rencontrer un médecin qui n'est pas médecin, mais qui soigne, juif, et sa fille. Et il va y avoir une magnifique histoire d'amour qui va naître entre ce jeune garçon et cette jeune fille. Et on va découvrir les conditions de la naissance du ghetto. On va découvrir aussi finalement toute la prostitution qu'il y avait aussi dans les bas quartiers de Venise, et on va découvrir aussi toutes les maladies associées à ça, et notamment la syphilis. Et de toute cette misère, eh bien, va ressortir beaucoup d'espoir, une très très belle histoire, Les personnages sont terriblement attachants. Le bouquin fait, je vous le... 800 pages. Oui, c'est un énorme livre. Ah, c'est un bouquin, il fait 800 pages. Bah, c'est un livre quand même qui parle des rêves à accomplir en surmontant des obstacles, et il est lui-même, de par ses 800 pages, le premier obstacle à surmonter. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment... moi, j'aime cette phrase qui n'est pas du tout extraite de ce livre, mais que je pratique par ailleurs, et qui dit que rien ne se fait sans qu'on ait d'abord posé un rêve. Et c'est l'histoire des ailes de Venise. C'est l'histoire des ailes de Venise. Je trouve que ce livre est une belle illustration de cette association. Rien ne se fait sans qu'on ait d'abord posé un rêve. Et Venise, c'est une invitation au rêve. Et dans cette invitation au rêve, on a envie de faire que ce rêve se concrétise. On veut faire quelque chose. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est pour ça que je disais, il ne parle pas de Venise, mais Venise est omniprésente dans l'histoire, parce que c'est la Venise vivante. C'est ce qui a fait la réalité de Venise. Venise, ce n'est pas seulement Casanova, ce n'est pas seulement les palais, ce sont les Vénitiens. Et ce sont tous les Vénitiens. Et donc, les ailes de Venise, c'est ça. C'est montrer et faire réapparaître ou faire apparaître, parce que ça existe aujourd'hui, mais c'est mettre en valeur, voilà, je préfère cette expression, c'est mettre en valeur une réalité de l'existence de la vie vénitienne, du génie vénitien, qui est toujours vivant aujourd'hui. Et ce livre retraduit assez bien aussi cette vision-là des choses. Moi, j'ai été très séduit, parce qu'encore une fois, ce livre fait 800 pages, mais dès la première page, on ne le lâche plus. Donc, on est très vite très attaché aux personnages, à tous les personnages. On peut pleurer, on peut être effrayé, tout y est. C'est un livre vraiment que je trouve magnifique. Et quand on a lu cela et qu'on retourne à Venise, alors on voit ce qu'il y a derrière les façades. Et moi, c'est ce que j'aime dans Venise.
C'est un livre parce que vous venez de sortir un livre, Gilles, vous-même, qui s'appelle L'Étoile de Venise. Tenez, je vous le montre. Voilà. D'ailleurs, Jacques aussi, s'il a son livre Ah non, non, n'en ai pas avec moi. Mon livre s'appelle Mort à Venise. Alors, je vais quand même vous l'épeler parce que c'est pas Mort à Venise, ça avait déjà été pris. C'est Mort, M-A-U-R-E-S, Mort à Venise, qui est épuisé, mais qui va être, je pense, réédité dans l'année 2021. D'accord. Et donc, Gilles, vous, l'Étoile de Venise, est-ce que qui parle aussi du ghetto, qui parle aussi du passé un peu trouble de Venise à cette époque-là, les enfants de Venise vous a inspiré vous ont inspiré pour un petit peu pour. Oui, il y a eu. Je ne vais jamais à Venise sans aller au ghetto. Le ghetto est pour moi un point de ralliement qui me touche profondément. J'aime le silence chargé du ghetto. C'est extrêmement impressionnant. À de rares exceptions près, je pense que tout le monde aura remarqué combien dans les rues il y a partout du brouhaha, et quand on rentre dans le ghetto, les gens ne chuchotent pas, mais ça n'est pas loin, quoi. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Et quand je regarde à chaque fois quand je rentre, j'essaie de chercher l'endroit où il y avait les gonds des grandes portes qui fermaient le ghetto. C'est un lieu symbolique d'un terrible destin de tout un peuple qui naît, encore une fois, je veux dire, Venise avait accueilli les Juifs d'Europe, singulièrement ceux qui venaient d'Espagne, après qu'Isabelle la catholique les ait sortis. Et lorsqu'en 1517 ou 18, le ghetto a été créé, décidé, depuis combien de pays et combien de villes ont reproduit cette chose-là. Et Venise, est-ce que j'allais faire une affirmation alors que finalement c'est une question que je pose aux éminents spécialistes qu'il y a là et qui sont bien plus spécialistes que moi, mais est-ce que Venise aurait pu avoir ce destin-là si elle n'avait pas eu cette communauté juive et ce ghetto avec ce régime très particulier qui a été reproduit par la suite, qui était d'user de l'argent des Juifs pour financer bien des activités. C'est une vraie question. Je la pose d'autant plus librement que moi-même, je ne suis pas juif, et donc ça n'a rien à voir avec une histoire personnelle. C'est véritablement la rencontre. Et ce livre, d'ailleurs, parle d'une chose extraordinaire. Justement, il y a une phrase entre le Mercurio et puis sa petite fiancée, dans cet amour qui est un amour impossible. On est un peu dans le Roméo et Juliette, quelque part. Et Mercurio lui dit « Nos deux mondes peuvent cohabiter, mais ne peuvent pas en former un seul ». C'est une phrase extraordinaire et terrible à la fois, mais qui raconte plein. Et Venise, c'est tout ça. C'est à la fois des particularismes, mais c'est aussi ces juxtapositions. Et moi, je suis toujours extrêmement ému. Venise est une ville aussi. Il y a beaucoup de gens qui écrivent sur Venise. Moi-même, vous l'avez rappelé, c'est gentil d'en parler. Mais Venise est quelque part la ville de l'indicible. C'est une ville où on passe en permanence, on est en quête de trouver les mots qui sont capables de traduire l'émotion que l'on reçoit lorsqu'on y est. Et c'est probablement un des travaux les plus difficiles, je pense, et c'est peut-être pour cela qu'il y a autant de gens qui ont cherché à écrire sur Venise. Mais c'est presque une écriture impossible parce qu'il y a
il y a une arrière-cour de Venise qui se perçoit plus qu'elle ne se le dit. Je lève le doigt comme à l'école. Est-ce que Gilles pourrait nous rappeler le titre de son livre? J'ai vraiment pas eu le temps de le noter. L'étoile de Venise. Merci. Et alors, j'ai pas eu le temps de noter votre nom, Gilles. Quel est votre nom de famille? Je ne le connais pas. Rouillère, R-O-U-Y-E-R. Rouillère. Et c'est chez